Rivalité silencieuse, le lien caché entre Sean Connery et Roger Moore. Il fut le premier à incarner l'agent secret le plus célèbre de la planète. Il a prononcé ce nom non pas comme une simple réplique, mais comme un héritage éternel. Bond. James Bond. En 1962, Sean Connery a posé les fondations d'un mythe cinématographique, forgeant le moule dans lequel tous ses successeurs devraient s'insérer. Mais au fil des années, alors que le smoking passait d'un acteur à l'autre, un successeur en particulier a apporté une version de Bond qui a non seulement divisé les fans, mais a aussi réveillé quelque chose de profond et de complexe chez Connery lui-même. Pendant des décennies, Sean Connery est resté discret, presque énigmatique, sur ce qu'il pensait réellement de l'homme qui lui avait succédé, Roger Moore. Les médias et les fans ont souvent monté en épingle une prétendue rivalité, une guerre froide entre deux hommes que tout semblait opposer, l'un brut et intense, l'autre suave et élégant. Mais dans les dernières années de sa vie, le silence de Connery a fini par se briser. Loin des caméras, des gros titres et des pressions d'Hollywood, il a enfin révélé une vérité plus nuancée. Il n'y avait pas de rivalité, mais un lien unique, une compréhension tacite qui n'existait qu'entre deux hommes ayant porté le même fardeau. Ce fut un chapitre de l'histoire du cinéma que personne n'avait osé écrire jusqu'à ce que les principaux protagonistes eux-mêmes ne s'en chargent. Pour comprendre cette relation, il faut d'abord revenir à l'origine du mythe. De l'ombre à la légende. Lorsque Sean Connery endossa pour la première fois le rôle de James Bond en Dr. No en 1962, il était un choix inattendu, voire risqué. Personne, ni les producteurs de la série comme Albert Hercule Broccoli et Harry Saltzman, ni les fans du roman d'Ian Fleming, ni même Connery lui-même n'auraient pu anticiper l'impact monumental que son interprétation aurait sur la culture populaire mondiale. À l'époque, il était un acteur relativement inconnu, originaire des rues d'Édimbourg. Élevé dans la pauvreté du quartier ouvrier de Fountainbridge, il avait grandi dans l'odeur des brasseries et des usines de caoutchouc, loin du glamour feutré de la haute société britannique que le personnage était censé incarner. Il n'avait ni la formation formelle d'un acteur classique, ni les contacts à Hollywood que beaucoup d'aspirants stars recherchaient. Mais il possédait quelque chose d'infiniment plus puissant, une présence brute, une force masculine et une assurance non polie qui ont forcé le monde à le remarquer. Il était l'antithèse de ce que le public s'attendait à voir. Un homme qui, sans lever le petit doigt, pouvait remplir une pièce de tension et de danger. Les producteurs avaient d'abord envisagé des acteurs plus conventionnels et même plus célèbres comme Cary Grant ou David Niven, mais la rencontre avec Connery les avait convaincus qu'ils n'avaient pas besoin d'un gentleman, mais d'un prédateur élégant. C'est le réalisateur Terence Young qui a pris Connery sous son aile, le transformant en gentleman, lui montrant comment porter un smoking avec élégance et comment se déplacer avec la grâce d'une panthère. Pendant la décennie suivante, Connery devint le visage incontesté de Bond. De From Russia with Love, 1963, à Goldfinger, 1964, Thunderball, 1965, et You Only Live Twice, 1967, il redéfinit le héros d'action. Son Bond n'était pas seulement élégant et sophistiqué, il était fondamentalement dangereux. Froid quand il le fallait, brutal s'il était provoqué, il semblait toujours avoir le contrôle, même au cœur du chaos. Mais sous cette surface de dureté, il y avait une vulnérabilité, une obscurité qui faisait croire au public qu'il n'était pas invincible, juste incroyablement doué pour survivre. Cette complexité a rendu le personnage intemporel. Mais l'héritage d'un personnage aussi emblématique a un prix. Lorsque You Only Live Twice sortit en 1967, Connery était épuisé. La célébrité incessante, l'attention dévorante de la presse, et la pression des rôles répétitifs pesaient lourdement sur lui. Il sentait que le personnage était devenu une formule, et pire encore, il se sentait piégé, étouffé par son propre succès. « Je ne suis pas bon, je suis Connery », a-t-il déclaré un jour, une frustration palpable dans ses mots. Il voulait partir, se libérer de cette cage dorée. Il a quitté le rôle, et la sortie de Diamonds Are Forever en 1971 devait être son dernier film officiel en tant que Bond, du moins, c'est ce qu'il pensait. Les producteurs se sont alors retrouvés avec un vide béant et la tâche impossible de trouver un successeur. Un nouveau souffle pour un nouveau public. Lorsque Connery se retira, la quête d'un nouveau Bond devint un enjeu majeur pour la survie de la franchise. Ils avaient besoin d'un homme capable non seulement d'égaler le succès de Connery, mais aussi de faire évoluer le personnage sans le trahir. Cet homme fut Roger Moore. Contrairement à Connery, Moore était le prototype du gentleman britannique. Il était raffiné, aristocratique dans son ton, et avait une approche plus légère, un clin d'œil malicieux toujours prêt à surgir.
Il avait déjà connu le succès international dans la série télévisée Le Saint, où il incarnait un héros élégant, charismatique et toujours impeccablement vêtu. Il était le choix logique pour une franchise qui cherchait à s'éloigner de la noirceur de Connery et à s'adapter au public plus léger des années 70. Son premier film en tant que Bond, Live and Let Die, 1973, a introduit un tout nouveau genre d'agent secret. Fini la rudesse et le sérieux sombre. À la place, un mélange de charme, d'audace et un humour décalé. Le Bond de Moore était un fantasme élégant, qui naviguait à travers les explosions et les poursuites en se moquant des dangers qu'il affrontait. Il se moquait de lui-même, et le public, en plein air de la culture pop et du disco, a adoré. De son côté, Connery observait en silence. L'homme qui avait rendu Bond intimidant et dangereux voyait maintenant son personnage sourire au milieu des explosions et faire des blagues pendant les fusillades. Les films de Moore misaient davantage sur les gadgets spectaculaires, les dialogues pleins d'esprit et l'extravagance. Pour Connery, c'était déstabilisant. En public, il ne disait pas grand-chose. En privé, selon ses amis et certains journalistes, il était partagé. Il respectait la carrière de Moore, mais le changement de ton, l'humour, le détachement, et ce qu'il considérait comme une perte de réalisme, ne lui convenaient pas. Puis vint Moonraker en 1979, un film qui poussa la surenchère du spectaculaire à son paroxysme en envoyant Bond dans l'espace. Connery, qui vivait discrètement entre l'Espagne et les Bahamas, aurait assisté à une projection du film à Londres. Des années plus tard, interrogé sur cette expérience, ses mots furent tranchants, mais empreints de respect, une nuance que beaucoup ont manqué à l'époque. Il déclara : « Il s'est tellement éloigné de toute crédibilité dans la réalité. Pour moi, cela ne repose plus autant sur le personnage. Ça dépend trop des effets. » Ce n'était pas un rejet personnel de Moore, c'était une déception profonde pour la direction que prenait la franchise. Connery ne voulait pas de mal à Moore, mais il ne pouvait pas prétendre que c'était encore le Bond pour lequel il s'était battu. Deux chemins, un seul fardeau. À la fin des années 1970, Sean Connery et Roger Moore étaient deux des hommes les plus célèbres de la planète. Mais en dehors des écrans, leur vie avait pris des tournants radicalement différents, liés par un fardeau commun, celui d'être James Bond. Connery avait depuis longtemps exprimé la pression que représentait ce rôle. Il le décrivait souvent comme une cage dorée, une bénédiction qui l'avait rendu riche et célèbre, mais qui lui avait aussi coûté son intimité, par moments, son identité. Il ne pouvait pas se promener dans les rues de Londres sans entendre quelqu'un crier « James Bond » ou « 007 ». Cela le dérangeait profondément. Pour Connery, Bond était un personnage qu'il avait interprété, pas une définition de qui il était réellement. Il aspirait à être reconnu pour d'autres rôles et il a passé une grande partie de sa carrière à chercher des films qui l'aideraient à se défaire de ce personnage envahissant. À l'inverse, Roger Moore savourait la lumière des projecteurs. Là où Connery fuyait les interviews et les tapis rouges, Moore y évoluait avec une aisance déconcertante. Son charme détendu, son humour et son sens de l'autodérision n'étaient pas une façade, c'était sa véritable nature, et le public l'adorait pour cela. De Live and Let Die, 1973, à A View to a Kill, 1985, Moore a joué dans 7 films de Bond, devenant ainsi l'acteur ayant incarné le rôle le plus longtemps. Il a pleinement embrassé l'humour, les gadgets extravagants et le spectaculaire, transformant la franchise en un divertissement familial. Son Bond misait moins sur le réalisme que sur le fantasme, et pour une nouvelle génération de fans, cela suffisait amplement. Mais le fardeau d'être Bond les a suivis tous les deux. Connery, même après avoir officiellement pris sa retraite du rôle, était assailli d'offres pour revenir. L'un des exemples les plus célèbres fut Never Say Never Again, 1983, une production indépendante du giron d'Owen Productions et un remake libre de Thunderball. Connery fut attiré par un cachet de plusieurs millions de dollars, bien plus que ce qu'il avait touché pour les films originaux. Mais l'expérience fut amère. La production était chaotique, la presse impitoyable, et Connery déclara clairement par la suite qu'il n'avait aucune intention de rejouer Bond. Il considéra cette expérience comme un rappel de pourquoi il était parti à l'origine. Le rôle était devenu une prison. Moore, quant à lui, est resté dans le rôle plus longtemps que beaucoup ne le pensaient. Lors de A View to a Kill, il avait 57 ans, plus âgé que tous les autres acteurs de Bond avant ou après lui. Les critiques ont souvent souligné l'écart d'âge entre lui et ses partenaires féminines, beaucoup plus jeunes. Moore lui-même admit plus tard avec son humour légendaire qu'il aurait probablement dû arrêter plus tôt. « J'étais seulement environ 400 ans trop vieux pour le rôle », plaisanta-t-il dans ses mémoires. Malgré toutes leurs différences, les deux hommes partageaient quelque chose que peu d'autres pouvaient comprendre.
Ils avaient porté le poids d'un mythe et cela les avait transformés. Moore était souvent interrogé sur ce qu'il ressentait à l'idée de succéder à Connery. Sa réponse était toujours la même, respectueuse et humble. Il était le meilleur. J'ai juste joué le rôle à ma manière. Je n'ai jamais essayé d'être Sean. Et même si Connery avait des réserves sur la direction qu'avait prise le personnage, il n'a jamais nié la difficulté de prendre cette relève. Dans l'une de ses dernières interviews, il a déclaré « Roger l'a fait avec élégance. Il a apporté autre chose. Ce n'était pas facile. » C'était peut-être la déclaration la plus proche qu'il ait jamais faite de ce que beaucoup soupçonnaient depuis longtemps. Au-delà des critiques artistiques, il y avait de l'admiration et de la compréhension mutuelle, un lien indéniable. La vérité en coulisses. Les médias ont souvent présenté Sean Connery et Roger Moore comme des rivaux. Deux icônes d'un même personnage, séparés par le ton et la personnalité. Mais la vérité était bien plus complexe et humaine. En public, ils apparaissaient rarement ensemble. Il n'y avait pas de retrouvailles mises en scène ni de séances photos dans des magazines montrant les deux bons côte à côte. Cependant, en coulisses, loin des projecteurs, il n'y avait aucune animosité personnelle. Leur relation était discrète, professionnelle, voire amicale, à leur manière. Les deux hommes venaient de milieux modestes. Connery des rues industrielles d'Édimbourg, Moore de Stockwell, dans le sud de Londres, où il était né en 1927 d'un père policier et d'une mère au foyer. Comme Connery, Moore n'avait pas grandi avec l'argent ou les privilèges. Il avait commencé comme apprenti, avant d'intégrer la Royal Academy of Dramatic Art. Les parallèles entre leurs parcours étaient subtils mais bien présents. Deux garçons issus de la classe ouvrière qui s'étaient frayé un chemin dans une industrie dominée par les accents aristocratiques et les relations d'élite. Mais là où Connery était réservé, Moore était ouvert et chaleureux. Et c'est Roger Moore qui a souvent montré de la gentillesse à huis clos. En interview, il parlait de Connery avec une sincérité désarmante. Lorsqu'on lui demandait s'il ressentait la pression de succéder au bon original, Moore souriait simplement et disait « Comment pourrait-on rivaliser avec Sean ? C'est impossible. Alors, je n'ai pas essayé. » Il n'était jamais sur la défensive, jamais dédaigneux. Il louait toujours le bon de Connery comme la référence absolue, celui qui avait posé les fondations. En 2008, lors d'un événement presse pour la sortie de Quantum of Solace, on interrogea à nouveau Moore sur Connery. Il rit doucement et déclara « Sean était bon. Nous autres ne faisons que semblant. » C'était le genre d'honnêteté autodérisoire qui faisait la réputation de Moore. Connery, bien que plus lent à faire des compliments en public, commença à s'adoucir dans ces dernières années. Selon ses proches, Connery en vint à considérer le bon de Moore avec une nouvelle perspective. Dans l'un de ses derniers entretiens avant que sa santé ne décline, il reconnut que la version de Moore avait apporté bon à des gens qui autrement ne se seraient jamais connectés au personnage. Il ne s'excusa pas de préférer une version plus brute, mais il accepta que le succès de Moore avait contribué à faire perdurer la franchise. Lorsque Moore décéda en mai 2017 après un court combat contre le cancer, Connery publia une rare déclaration publique. Elle était brève mais sincère. « J'ai été très attristé d'apprendre la disparition de Roger. Nous avions une relation exceptionnellement longue selon les standards hollywoodiens, empreinte de respect et d'affection mutuelle. » Pour les fans qui avaient spéculé sur des tensions entre les deux hommes, ce fut un moment de clarté. Quelles que fussent leurs différences dans l'interprétation de Bond, elles n'étaient jamais personnelles. Il ne s'agissait pas d'ego, il s'agissait d'héritage et de la compréhension qu'ils avaient chacun porté la même torche à leur manière à travers différentes décennies. Et au final, ce lien fut ce qui demeura. La vérité du crépuscule. Lorsque Sean Connery entra dans sa soixantaine, il s'éloigna complètement de la machine hollywoodienne. Il refusa les interviews, évita les tapis rouges et prit une retraite discrète après le tournage de The League of Extraordinary Gentlemen en 2003, un film qu'il n'aimait pas et qu'il accusa plus tard d'avoir confirmé sa décision de quitter l'industrie. Alors que le monde continuait à le voir comme James Bond, Connery, lui, n'avait aucune envie de vivre dans le passé. Il s'installa aux Bahamas avec sa seconde épouse, Micheline Roquebrune, une artiste franco-marocaine qu'il avait épousée en 1975. Leur relation était fondée sur le respect mutuel et une compagnie silencieuse mais solide. Elle lui apportait la stabilité qu'il avait toujours recherchée. Celui qu'on associait jadis au charme de séducteur de Bond passait désormais ses journées à peindre, à jouer au golf et à relire des livres auxquels il n'avait pas eu le temps de s'attarder dans sa jeunesse. Mais en vieillissant, Connery devint aussi plus réfléchi. Les murs qu'il avait autrefois érigés autour de lui commencèrent à se fissurer.
Alors que sa santé déclinait, souffrant de démence dans ces dernières années, son entourage remarqua quelque chose d'inattendu. Il parlait de plus en plus du passé, non pas des tapis rouges ou des gros titres, mais des relations et des personnes qui avaient compté. Et l'un des noms qui revenait le plus souvent était celui de Roger Moore. Selon Micheline et plusieurs amis proches, Connery évoquait souvent l'ironie étrange de l'héritage Bond. Comment deux hommes qui n'avaient jamais travaillé ensemble, qui se voyaient rarement, et qui avaient incarné le même rôle de manière si différente pouvaient être à ce point liés. Un soir, il déclara au cours d'un dîner, « Roger et moi n'avions rien en commun, sauf tout ». C'était une phrase énigmatique, mais ceux qui le connaissaient comprenaient ce qu'il voulait dire. Tous deux avaient porté le même poids. Tous deux avaient été adorés, critiqués, remplacés et jamais oubliés. Tous deux avaient reçu des lettres de fans qui croyaient que Bond était réel. Tous deux avaient été dirigés par des producteurs leur expliquant comment marcher, comment tenir un pistolet et comment lever un sourcil pour vendre une scène. Et tous deux avaient connu la solitude d'être vus uniquement comme un personnage. Lorsque Roger Moore décéda en 2017, Connery s'était déjà retiré encore plus profondément de la vie publique, mais sa réaction en privé fut émotive. Un ami de la famille se rappela qu'à l'annonce de la nouvelle, Connery s'était assis en silence pendant plusieurs minutes avant de murmurer, c'était le dernier qui comprenait. Ce n'était pas seulement du chagrin. C'était la reconnaissance qu'un chapitre s'était réellement refermé. Un héritage partagé. Après le décès de Sean Connery en octobre 2020, les hommages affluèrent du monde entier. Les fans, les collègues, les acteurs, les réalisateurs et même les membres de la royauté saluèrent la disparition d'un homme qui avait redéfini le héros d'action moderne. Mais pour ceux qui avaient suivi la franchise James Bond depuis ses débuts, cette perte avait une autre dimension, celle d'un chapitre silencieusement refermé, un chapitre qui n'avait pas commencé uniquement avec Connery, mais aussi avec le lien tacite qu'il partageait avec Roger Moore. Leur parcours s'était en réalité reflété l'un l'autre de manière subtile. Les deux hommes furent anoblis pour leur service rendu au cinéma, Connery en 2000, Moore en 2003. Tous deux furent des icônes à contre-cœur, mal à l'aise face à la manière dont le monde les associait si profondément à 007. Tous deux tentèrent d'échapper à l'ombre de Bond et tous deux finirent par accepter que leur nom resterait à jamais lié au rôle, non pas comme un fardeau, mais comme un héritage. Dans les années qui suivirent la mort de Moore, Sean Connery se fit de plus en plus discret. Mais lorsqu'il parlait, ses mots étaient choisis avec soin. Une remarque en particulier retint l'attention, prononcée lors d'un rassemblement privé peu avant que sa santé ne commence à décliner. Lorsqu'on lui demanda ce qu'il pensait du fait d'être principalement retenu comme James Bond, Connery aurait souri et dit « J'ai passé des années à essayer de me détacher de Bond. Mais peut-être que j'avais tort. Peut-être que Bond m'a plus apporté que je ne lui ai apporté. » Ce sentiment venant de Connery, longtemps perçu comme critique envers le rôle qu'il avait rendu célèbre, était révélateur. Il montrait une réconciliation non seulement avec le personnage, mais aussi avec ceux qui l'avaient incarné après lui. Et Roger Moore, avant tout, avait connu les doutes et les moqueries à ses débuts dans le rôle. Les critiques l'accusaient d'être trop doux, trop comique, trop détaché. Mais avec le temps, la version de Bond incarnée par Moore a acquis sa propre forme d'affection, précisément parce qu'il ne cherchait pas à copier Connery. Il redéfinit le rôle sans effacer ce qui l'avait précédé, et ce faisant, il permit à la version de Connery de rester intemporelle, intouchable. Aujourd'hui, lorsque les fans débattent de qui était le meilleur Bond, la conversation revient souvent à ces deux hommes. Mais pour ceux qui les connaissaient, la vraie question n'était pas qui a mieux joué, mais ce que chacun a apporté au rôle que personne d'autre ne pouvait offrir. Connery a apporté le danger, le rendant réel, imparfait, violent, imprévisible. Moore a apporté la légèreté, faisant de Bond un fantasme élégant, espiègle et inspirant. Ensemble, ils formèrent les deux moitiés d'un même mythe. Et c'est peut-être pour cela que, finalement, Connery prit la parole. Non pas pour revendiquer une supériorité, non pas pour régler des comptes, mais pour clarifier une chose, que malgré leurs différences, il respectait profondément l'homme qui avait repris le flambeau, l'avait porté à sa manière puis l'avait transmis. Voilà l'héritage qu'ils partageaient. Pas seulement Bond, mais la dignité, la résilience et un respect discret et durable qui leur a survécu à tous les deux. Et vous, selon vous, lequel de ces deux acteurs a apporté le plus de cœur au personnage de James Bond? Connery ou Moore? Dites-le nous en commentaire. Et si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner pour d'autres récits inoubliables du cinéma.